Je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans et j'habite à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Si je devais me définir avec deux mots, deux notions, celles qui reviennent le plus auprès de mes proches et de ma famille, ce serait créative et aventurière. Moi, ce qui me plaît, c'est l'art qui raconte une histoire. Que ce soit en architecture ou dans un art plutôt graphique, les deux m'ont toujours passionnée. D'ailleurs, j'ai été architecte pendant une dizaine d'années. Et c'est de cette expérience de traitement d'espace et d'aménagement d'espace que j'en ai tiré une volonté de créer autre chose, d'un peu plus graphique, d'un peu plus expressif et d'un peu plus artistique. J'ai toujours été inspirée par la nature, les paysages, et depuis toujours, je vais courir, faire du vélo. Ça fait environ 5 ans que je voyage sur un type itinérant, à vélo ou à pied. Et chaque année, je rajoutais une difficulté supplémentaire dans les distances, dans le dénivelé, par exemple. Et il y a environ 1 an et demi, je me suis dit, si je suis capable de faire 1000 km en Écosse, je peux être capable de faire 5 à 6 000 km jusqu'au Cap Nord. Donc l'idée était lancée et le challenge posé. La préparation de ce projet a été pensée un petit peu comme un projet d'architecture, avec un planning, un budget, des temporalités. J'ai sollicité des partenaires locaux, que ce soit la mairie de ma ville, que ce soit le magasin de sport local, que ce soit des compagnies d'assurance. Et de me sentir vraiment soutenue avec des personnes qui étaient derrière tout ça et qui me poussaient en fait à vraiment partir sur cette ligne de départ. C'est comme si j'avais l'impression d'avoir une trentaine de personnes derrière moi à me pousser. Et ça a rendu ce moment, je pense que c'est mon meilleur souvenir de l'année 2024. C'est vraiment ce jour de départ. Premier jour, c'est parti. Les premiers kilomètres, je les ai trouvés un petit peu absurdes en réalité, puisque j'avais 30 kilos de bagages avec moi et je traversais des villages voisins, je passais à côté de ma maison et je comprenais pas trop ce qui se passait et j'avais du mal à conscientiser le fait qu'en fait j'allais jusqu'au Cap Nord. Et j'ai eu quand même une belle surprise le deuxième jour, mon frère qui a débarqué sur la piste cyclable de la Via Rona de manière totalement impromptue et on a pu rouler le deuxième jour ensemble. Ça filme? Ouais, ça filme. Bien le bonjour. Je suis avec Aurélie Ferlet qui va se changer, mettre un pantalon de pluie parce qu'il mouille. Moi, je suis venu juste une journée, je pensais qu'il allait faire soleil, donc j'ai pris des vêtements adaptés au soleil et puis il fait pas soleil, donc je me sens emmerdé. Ah bah bien Nils, appareil photo sous la pluie. Ah, bravo. Et on sait, quand on part à l'aventure, la première journée, elle est nickel. D'un point de vue physique, on donne tout. La deuxième journée, il y a un petit peu la retombée. Donc là, ça m'a vraiment aidée physiquement et psychologiquement à me mettre dans ce voyage. J'arrive en Suisse et là, je me mets tout de suite à longer le lac Léman. Et je pense que l'eau a cette capacité vraiment de nous apaiser et quand on voyage à vélo, de nous donner une direction parce qu'on sait qu'on doit la longer, on sait quelle direction prendre, vers où aller et ça donne un côté rassurant en fait de rouler avec les éléments naturels. Donc j'ai commencé par des pistes cyclables hyper claires, hyper carrées, bienvenue en Suisse. Tout était propre, tout était parfait. Mais quelque part, j'avais besoin quand même de sortir un peu des sentiers battus. Donc j'ai pris la décision de bifurquer, de sortir de la route et d'aller rejoindre des sentiers en gravel, de commencer à monter quelques lacets, d'aller un petit peu dans la montagne authentique avec les vaches et le son des cloches.
Bon, je suis passée par un itinéraire qui fait beaucoup plus authentique. Mais du coup, le dénivelé est authentique aussi. Et du coup, j'en chie un peu. La Suisse, c'est pour moi un terrain de jeu énorme d'un point de vue inspiration créative, parce que c'est des paysages qu'on voit nulle part ailleurs. Et quand je me suis trouvée à Bâle, justement, j'ai été vraiment transportée dans cet univers suisse qui a besoin de cadres pour exister, mais qui a un total, je pense, lâcher prise sur les choses. Et l'Alsace, par la suite, ça a été une parfaite transition parce que voyager à vélo, c'est voir les paysages défiler sous nos coups de pédale et c'est de voir aussi les transitions entre les pays et se rendre compte que c'est pas parce qu'on passe une frontière que l'on passe d'un pays totalement différent à un autre. J'ai ensuite traversé la frontière franco-allemande et là, j'ai vu plein de drapeaux. Donc je me suis dit, il y a forcément un événement. Effectivement, il y avait l'Euro de foot. J'ai quand même continué ma route le long du Rhin. Et je me suis rendu compte que cette atmosphère très dynamique, très oppressante, avec beaucoup de touristes, beaucoup de monde, me correspondait pas vraiment. Je cherchais plus de m'évader dans des paysages, dans de la tranquillité. J'avais vraiment besoin de calme. Donc j'ai changé d'itinéraire. J'ai pris la décision de rejoindre les Pays-Bas. J'ai gardé pas mal de liens avec mes proches tout au long de ce voyage. On a beaucoup communiqué en vidéo. Je t'aime de tout mon cœur. Et là, c'est Cria les marraines. Et là, il y a un vélo. Et voilà, c'est ça. Et ça permettait vraiment de transposer ce voyage et de le partager à des enfants. C'était une manière de me sentir connectée à eux, connectée à ce qui se passait quand même en France, ce qui se passait de leur côté, tout en gardant un petit peu ma bulle de voyage. Au même moment, j'ai dû vivre une épreuve à distance qui était un deuil et sur lequel j'ai dû aller puiser pas mal de ressources sur mon imagination, sur ma créativité, sur la beauté de ces paysages pour justement arriver à m'enrichir de tout ce qu'il y avait autour de moi.
oui. Évidemment. Ah putain, elle est con. Je passe ensuite la frontière du Danemark. Et là, les premières grosses galères arrivent. En l'espace d'une semaine, je me brûle le pied, je crève 2 fois et j'ai énormément de pluie. Je dois avoir au moins 3-4 jours de pluie à la suite, sans vraiment la possibilité de sécher mes vêtements. Je dors dans des cabines qu'on appelle des shelters au Danemark, qui sont des espaces à la disposition de tout le monde, construits spécialement pour avoir cette expérience nature. Mais les éléments naturels ne sont pas vraiment avec moi. Ça me force à éprouver une intériorité un petit peu plus forte, à prendre dans dans toutes mes capacités, dans tout ce que j'ai la possibilité de développer pour justement surmonter ces moments. Parce que je sais qu'au bout du tunnel, il y aura toujours un jour de soleil qui arrivera et qui fera en sorte que tout se passe beaucoup mieux. Et là, je découvre un Danemark qui est totalement différent et qui m'emmène sur les 5 derniers jours sur place vers des paysages totalement somptueux, des couchers de soleil sur la mer en plein ouest qui sont vraiment inoubliables, qui créent des couleurs et des moments absolument magnifiques. Et je pense que c'est vraiment ce contraste entre la difficulté et la renaissance qui crée ces moments d'inspiration profonde et de bonheur intense. Ce voyage a été animé par plein de rencontres. J'en ai eu beaucoup et en fait, c'est vrai que si je voulais, je pouvais rencontrer du monde tous les jours. J'en ai rencontré pas mal au Danemark, notamment Chris et Charlotte. Ça a été 2 personnes que j'ai rencontrées de manière un peu par hasard, après une grande tempête de pluie à bord du ferry qui nous conduisait jusqu'en Suède. Et on a été tellement proches l'un de l'autre qu'on est restés ensemble à Göteborg volontairement pour passer un peu de temps ensemble. Et ça nous a fait vraiment, je pense, une pause bénéfique durant ce voyage. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de rencontrer du monde tout le temps en voyage pour se sentir bien. Et c'est ce que j'ai vécu notamment avec Chris, où en fait, on n'a pas eu besoin de beaucoup discuter. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. On était vraiment sur la même longueur d'onde. On a eu des conversations très profondes qui marquent peut-être à vie. Et en tout cas, ça restera, je pense, la plus belle rencontre. Première expérience en shelter en Suède. C'est quand même pas mal. Quand je suis arrivée en Suède, je me suis sentie assez perturbée et assez impuissante en fait, face à cette immensité de pays, de dimensions, d'espace. Tout était plus grand que tout ce que j'avais connu jusqu'à maintenant et j'avais du mal à retrouver une échelle et retrouver comment moi me positionner par rapport à cet espace. Et je pense que plus j'avançais dans le voyage, plus les espaces devenaient de plus en plus hostiles, de plus en plus grands, de plus en plus sauvages. Et plus ça m'a permis en fait de me faire un espèce de miroir intérieur où en fait j'allais beaucoup plus dans l'intériorisation. Donc voilà, j'ai fait 8 km pour trouver ce shelter dans la forêt. Donc ça veut dire que je suis assez loin de toute forme de vie, du moins humaine, animale, je sais pas.
Voilà, c'est calme, c'est très 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 calme. J'ai eu 2 moments de respiration du coup au sein de cette Suède et de cette immensité scandinave avec mes parents et avec 2 amis à moi qui sont venus pour profiter du pays d'une autre manière et me faire poser le vélo quelques jours. Non, mais on va pas boire avec deux. Déjà, la honte. Déjà, ok. Comment vous sentez-vous à la Moi, j'ai fait un witch en Suède. Nickel. Parce qu'en fait là, le but était différent. Il fallait pas juste que j'avance vers le nord et voilà, il fallait aussi que je profite de la pause et apprécier la pause en mettant de côté en fait l'objectif. C'était pas grave et justement cette pause elle était ressourçante d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue mental et je pense que ça m'a vraiment fait du bien et c'est tombé au bon moment. J'ai eu une sacrée énergie. Là, je pense que le carburant était remonté au maximum puisque j'ai enchaîné sur des journées à 100-120 km et j'avais une détermination hors norme, j'avais une motivation qui était au maximum et j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arrêter tout simplement. Il se passe un phénomène qu'on appellerait peut-être une dissociation, ou en tout cas j'ai l'impression d'être un petit peu en mode machine, en mode pilote automatique, où je fonce et ma tête est totalement ailleurs. Je devrais arriver en Finlande samedi ou dimanche, donc c'est mes derniers instants suédois, donc voilà, ça fait bizarre. C'est une sensation assez particulière qui peut un petit peu faire peur, mais je sais aussi que mon corps commence à fatiguer beaucoup et je pense que c'est une manière pour moi de ne pas le voir. À force de me sentir un petit peu comme une machine et de rouler des kilomètres et des kilomètres sans forcément m'écouter, sans forcément faire de pause, évidemment, j'ai eu mes premières crises d'hypoglycémie. J'ai eu mes premiers moments de moins bien. Donc j'ai revu un petit peu mon alimentation, ma cadence, et j'ai trouvé refuge à travers des moments de pause. Et je pense que ça me rassurait, que ça me faisait du bien et que ça me permettait de mieux gérer ces sortes de crises. Et j'entre en Finlande, ça y est. Là aussi, j'ai changé d'itinéraire. J'ai fait pas mal de Suède, j'ai fait quand même 40 jours en Suède. J'avais besoin de changer de pays, de voir une autre culture. Et la Laponie finlandaise m'a toujours, encore une fois, attirée. Donc début septembre, c'était déjà l'automne. J'ai bien fait, parce que c'était absolument magnifique. Et voilà, donc nouveau pays, je ne sais plus si c'est le 7e ou le 8e. Je crois que c'est le 7e. Et pour l'instant, c'est on ne peut plus sauvage que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, encore plus. Donc ça annonce la couleur pour le nord.
pense que j'arrive vraiment à être dans ce qu'on appelle l'instant présent, où je perçois énormément les paysages que je traverse. Évidemment, j'ai l'objectif du Cap Nord, mais d'un autre côté, je le crains un peu parce que je sais que ça voudra dire que c'est la fin du voyage. Je passe enfin la frontière avec la Norvège et là je vois les fjords se dessiner au loin et j'avoue que j'ai été très émue. Je commence à me rendre compte aussi que je vais bientôt arriver à la fin. Et donc il faut que je profite de cette dernière semaine d'une manière totalement démesurée et différente que tout ce que j'ai connu avant. C'est la fin. C'est parti. Donc j'ai attaqué mon ascension et là j'ai vécu ma plus grosse difficulté en termes de vent de tout mon voyage. Je me sentais totalement impuissante face à ce déchaînement de vent et j'avoue que j'ai eu peur. Je me suis dit que j'avais peut-être été un petit peu inconsciente de partir à ce moment-là, mais dans tous les cas, il fallait que j'arrive. Une fois arrivée devant ce globe, je me rends compte qu'en fait, je ne me rends pas compte du tout de ce qui se passe, que je suis là, que je suis enfin au point final de mon chemin. Comme si en fait, j'avais été propulsée jusqu'à ce bout du monde, juste à la force de mes jambes. Je suis restée quand même 24 heures, je suis restée même dormir sous ce globe quasiment. Je crois que je mesure à ce moment-là l'immensité et à tel point cet endroit est majestueux et fort, intense. Voilà, c'est fini. Il faut que je dise au revoir au Cap Nord. Ça fait bizarre. Ouais. Je mets toujours 20 ans à réaliser les choses et il m'aura fallu 24 heures pour me rendre compte que j'étais là. Super.
cette arrivée, c'est un souvenir que je vais garder à vie. J'ai compris ce que j'étais venue chercher par l'accumulation de tout ce qui s'était passé avant et qu'en fait là littéralement on est sur une falaise au bord de la mer Arctique, qu'après il n'y a rien et donc en fait on ne peut pas continuer à pédaler, donc évidemment il faut s'arrêter. Et c'est une belle métaphore je pense pour montrer que une fois qu'on arrive à l'objectif, il faut savoir quoi en faire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche.